On sait quand même que le Congo est un pays manichéen, où on est pour et souvent contre. Est-ce que cet apport, en fait, en prenant une position médiane, est facile à tenir dans un pays où on s'exprime que dans les extrêmes? Nous relevons le débat. Voyez-vous, monsieur Sir Makosso, il faut relever le débat et sortir des sentiers battus. Les sentiers battus, ça veut dire des positions extrêmes. Car en fait, des positions extrêmes ne nous font pas avancer. L'équipe sortante, le président sortant, s'il a encore des projets, s'il a encore des choses à dire au pays, peut-être qu'il sera à mesure de convaincre le pays et de dire, bon voilà, ben moi j'ai encore des projets que je n'ai pas finis. Alors, laissez-moi terminer ces projets pour une certaine période. Et si le peuple est d'accord, le peuple est souverain, c'est au peuple de décider. Est-ce que l'électorat congolais est suffisamment mûr pour pouvoir décider en âme et conscience? Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que notre peuple, contrairement à ce que l'on peut croire, est un peuple mûr. Est un peuple mûr, est un peuple qui est capable donc de choisir sa destinée. Comment est-ce que vous, en tant que spécialiste de gestion, en fait, percevez l'apport de ces technologies pour, entre guillemets, faire bouger le Congo, notamment dans la création d'emplois, dans la création de la valeur, dans cette émergence voulue d'ici quelques années? Le Congo du 21e siècle est un Congo qui est ouvert sur le monde. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'ouvrir vers le monde et ignorer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être pour les autorités de mettre un plan Marshall, entre guillemets, pour équiper ou encourager les Congolais à s'équiper? Parce que jusque-là, en fait, c'est un peu la débrouille. C'est chacun qui doit trouver qui ou là un ordinateur ou un terminal capable de se connecter. Il est évident qu'il faut une sorte de plan Marshall national, donc de l'informatique. Dans une tribune, vous avez développé une notion que nous avons découverte, qui est en fait le syndrome hollandais. C'est quoi exactement ce syndrome hollandais appliqué au Congo? Alors le syndrome hollandais, M. Sir Makosso, alors c'est un principe économique qui dit tout simplement qu'une économie qui vit de la rente a tendance à négliger les autres secteurs d'activité, les secteurs donc non rentiers, et au fil du temps, la rente s'amenuise et qu'il est difficile de réorganiser l'ensemble des secteurs économiques. Le syndrome hollandais a frappé le pays. Le pays a du mal donc à relancer les activités comme l'agriculture, à relancer l'industrie, à relancer son industrie forestière, à relancer en fait l'ensemble des secteurs économiques. Pourquoi? Eh bien parce que l'industrie extractive nous a donné l'illusion qu'on pouvait vivre comme ça, avec la rente pétrolière, d'année en année, et donc on travaille moins et on attend que la rente tombe du ciel. Oui. Elle est tombée effectivement pendant un bon moment. Alors qu'est-ce qu'on en a fait? Interrogez les autorités, ils vous diront que bon ben on a construit les routes, on a construit les édifices, on a vu ce qui s'est passé pendant la guerre, on a essayé de remettre l'économie en place et tout, et le syndrome pendant ce temps, il est là. La communication actuelle du gouvernement sur cette diversification, avec notamment les zones économiques spéciales. C'est pas la première fois que le Congo se lance dans ce genre d'aventure, l'économie concessionnaire, ce qu'on peut appeler ça l'économie concessionnaire. Ça date quand même d'un petit moment qu'on parle de ces zones. Est-ce qu'il y en a qui ont véritablement vu le jour? On nous parle de Maluku, l'exemple de Maluku, qui a commencé. Bon, est-ce que l'économie du Congo peut aujourd'hui se reposer uniquement sur ces 4 zones? Aujourd'hui, vous êtes plus ou moins dubitatif sur l'efficacité réelle de cette mutualisation accélérée, si je m'abuse. Non, la mutualisation accélérée en soi, c'est un très bon concept. C'est une très bonne chose, puisque le concept, le mot n'a pas été inventé au Congo.
Ça avait déjà été expérimenté en Côte d'Ivoire, ça a été fait dans d'autres pays comme le Gabon. Bon. C'est un bel outil. C'est un très bel outil. Et nos autorités ont eu raison d'exploiter cet outil pour désenclaver le pays. Pour désenclaver le pays. Bien. Désenclaver le pays, c'est-à-dire mettre l'infrastructure de base qui faisait défaut pour justement le développement de l'industrie, le développement de l'agriculture, le développement donc des différents secteurs économiques. Dans cette municipalisation accélérée, donc quelque chose qui va aller très vite, à ne pas confondre accélération et précipitation. Oui. Parce que là, on a plus de la précipitation, finalement. On est souvent dans la précipitation, et dans cette précipitation, qu'est-ce qui se passe? C'est que les projets, sur 100 projets que l'on veut mettre en place dans un département, eh bien, puisqu'on est dans la précipitation, dans l'urgence, eh bien, ils sont vite financés, l'argent est décaissé, les opérateurs économiques, souvent les mêmes, encaissent donc leur somme, alors qu'ils n'ont pas encore réalisé les travaux. Au final, d'après les études de l'organisme qui s'occupe de l'anticorruption au Congo, bien, d'après le rapport donc de cet organisme, c'est que bon, sur 100 francs CFA dépensés pour la municipalisation, je dis bien dépenser, c'est-à-dire décaisser l'argent sorti, eh bien, c'est à peine 25% des projets qui ont été réalisés. Le reste est volatilisé dans la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire les projets. Pourquoi? Parce que l'opérateur économique a déposé le bilan, l'opérateur économique n'a pas fait le travail à temps, et puis finalement, on est passé à un autre département, puis à un autre, et puis à un autre, et finalement, ça tombe dans l'oubli. J'aimerais rapidement que vous nous donniez un aperçu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quoi cela consiste-t-il quand nous entendons parler que Standard & Poor's a baissé la note du Congo, par exemple, parce qu'elle estime que le Congo a perdu 50% de ses recettes pétrolières, et qu'aujourd'hui, le gouvernement, au mois de décembre, a aussi revu en fait le budget national. C'est comment peut-on l'interpréter pour le Congo, le Congolais lambda, par exemple? Pour le Congolais lambda, il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème, mais comment s'en sortir, il ne sait pas. Le gouvernement, depuis quelques années, nous dit, ben voilà, nous avons mis de l'argent de côté pour servir aux générations futures. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment 10 ans après ce boom pétrolier que le pays a connu, dans une situation où le déficit devient tellement important qu'il faut aller chercher l'argent quelque part. Est-ce que l'argent qui a été présenté, souvent les excédents budgétaires du Congo, aujourd'hui ne peut pas servir à combler en fait ce déficit? Les excédents budgétaires, évidemment, lorsqu'ils existent et lorsqu'ils sont correctement gérés, et je pense que nos autorités... Lorsqu'ils existent, ça veut dire quoi exactement, professeur? Parce que ça peut être des écritures comptables. Il faut craindre que ça soit que des simples écritures comptables. Bon. Je ne pense pas que ce soit des simples écritures comptables. On peut le craindre. On peut le craindre.